Bonsoir Alphonse Moïsouli. Bonsoir à vous, Vigile, et bonsoir à tous. Bonsoir Joël Tobé. Bonsoir Vigile et bonsoir à toutes et à tous. Le retour n'est pas toujours aisé pour les Béninois de l'extérieur, les Béninois de la diaspora, comme on dit, qui font donc cette option de revenir donc au pays, revenir s'installer dans leur pays. Beaucoup d'obstacles à franchir, beaucoup de problèmes. Cela fait regretter à certains d'avoir fait le geste qu'ils croyaient pourtant le meilleur, celui de revenir dans leur pays. Bien souvent pour aider ce pays, bien souvent pour se réinstaller, reprendre donc un nouveau projet dans ce pays. Nous avons choisi de parler donc de ce sujet qui peut-être pour certains ne dirait rien, mais ces personnes-là, je le disais, vivent difficilement la situation. Nous avons sur ce plateau un témoin, je vais dire ainsi. Bonsoir, professeur Dieudonné Yamakou. Bonsoir, Roger Lavancet. Vous êtes professeur d'histoire, spécialiste de l'histoire de la traite négrière. Vous avez fait des années, des dizaines d'années en France. Depuis quelques années, comme je le disais, vous êtes venu vous installer au pays. Dites-nous, pourquoi avoir déjà fait cette option-là de revenir s'installer au Bénin? La réponse est très simple. Quand je suis parti du Bénin après mon bac, j'avais obtenu une bourse étrangère et j'étais censé revenir quelques années après. Bon, au moment où je finissais mon master, que je devais revenir au Bénin, l'ambassade de notre pays nous avait convoqués pour dire que le Bénin ne recrutait plus dans l'administration et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. On n'était plus engagé par le retour auprès de l'État béninois. Voilà. Mais pendant toutes ces années-là, je me disais, je vais pas rester à l'étranger jusqu'à la retraite, jusqu'à l'âge de la retraite. Et puis, autre raison, les enfants. C'est important que nos enfants nés à l'étranger connaissent le pays, pas seulement quand on peut les amener en vacances, mais qu'ils vivent au pays aussi, qu'ils apprennent la langue, parce qu'on n'a pas toujours la discipline qu'il faudrait avoir pour parler sa langue maternelle à ses enfants au quotidien quand on est à l'étranger pour qu'ils assimilent cette langue. Donc, c'est plus facile que l'enfant acquiert cela dans le pays d'origine. Donc, il y avait ces facteurs-là. Après, il y a aussi des facteurs professionnels. C'est-à-dire que il était quand même important que je puisse partager un peu tout ce que je sais à la jeunesse à qui je peux m'adresser dans mon pays, à l'université, étant enseignant, étant historien. Je résume tout ça en l'amour du pays. C'est ça qui vous a décidé, c'est ça qui décide bien souvent, comme je le disais, les Béninois à revenir au pays. Mais démarche scientifique, vous êtes professeur d'histoire. Est-ce que le diagnostic est juste? Est-ce que ça a toujours été bien souvent compliqué, ces gens de retour? Oui, ça a souvent été compliqué. Les témoignages sont nombreux, qui montrent que ça a toujours été compliqué. Comme me l'a dit encore récemment un Béninois qui est rentré, lui, il y a 20 ans, mais qui reste encore un peu amer. Ah oui, après 20 ans? Après 20 ans, il me disait, nous sommes dans un pays où personne n'attend que vous reveniez, donc à partir de là, il faut être bien informé de cela. Et à partir de cela, vous débrouillez, ou en tout cas, vous faites tout ce qu'il faut pour réussir. Et il faut savoir que le retour est difficile dans beaucoup de cas, et que moi, des amis, des personnes qui me connaissent, qui sont toujours des Béninois, qui sont toujours en France, me disent, on suit de près ton retour, et puis on décidera si nous aussi on va faire le pas en fonction du succès de ton retour. Vous voyez, donc il y a toujours une méfiance parce qu'il y a des difficultés. Nous n'avons pas, comme dans certains pays, le Sénégal, le Mali, un ministère des Béninois de l'extérieur, ou un ministère dédié qui facilite le retour, qui organise les choses, etc. Donc vous venez, vous êtes livré à vous-même, vous n'avez pas d'informations publiques officielles, etc. Vous vous renseignez auprès des uns des autres pour savoir, voilà. Vous êtes revenu depuis quand? Décembre 2015, donc ça fera 3 ans, décembre prochain. Et vous êtes installé au Bénin depuis, notamment dans l'édition, je ne l'avais pas dit, dans l'édition donc des livres, et par ailleurs enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Oui, tout à fait. Je suis effectivement, je suis au département, j'enseigne au département d'histoire et d'archéologie de l'université d'Abomey-Calavi, avec un statut de vacataire. Et puis, j'ai une maison d'édition que j'ai créée en France depuis une dizaine d'années et que je fais fonctionner maintenant ici aussi au Bénin
avec un centre que nous avons créé à Porte-Novo, le centre Akanga, qui accueille, qui a une bibliothèque et aussi une librairie. Vous avez un statut de vacataire, dites-vous, à l'UAC. Ça c'est peut-être une autre histoire, puisque vous étiez déjà professeur, maître de conférence en France. Oui, alors ça fait partie des difficultés pour, en tout cas, ceux qui sont de ma catégorie, les universitaires. Quand nous rentrons au pays, on nous fait comprendre que même si vous aviez le grade le plus élevé, que ce soit dans les plus grandes universités du monde, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, quand vous revenez à l'UAC, à l'université d'Abomey-Calavi, on vous dit que vous prenez avec le grade le plus bas. Ah ouais? L'université d'Abomey-Calavi. Voilà. Même si vous avez été professeur titulaire, vous reprenez à zéro. Oui, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qui est dans... quand j'ai adressé ma demande, effectivement, je suis maître de conférence des universités françaises. Mais oui, quand le département d'histoire a étudié mon dossier, il a été dit qu'on allait me recruter avec le statut de assistant. Donc, qui est le premier niveau, en fait, quand vous commencez, quand vous êtes débutant, vous êtes un jeune docteur qui intègre l'université. On ne tient pas compte, effectivement, de tout cela. Donc, effectivement, ça, c'est choquant aussi parce que beaucoup d'universitaires ne reviennent pas pour ça. On m'a donné de nombreux exemples d'universitaires hautement qualifiés, etc. Quand vous êtes un chercheur mondialement connu, que vous revenez dans votre pays et que, bon, on ne prête pas attention à ce que vous pouvez apporter à votre pays, ce que vous pouvez apporter à l'université, ce que vous pouvez apporter au département ou à la jeunesse étudiante de votre pays. Bon, si vous aimez votre pays, vous restez un peu, vous restez peut-être définitivement, sinon vous vous dites pourquoi je viens perdre mon temps ici. Donc beaucoup sont repartis. Là, je parle des universitaires. Du simple fait qu'on leur a dit qu'on n'allait pas reconnaître leur grade universitaire étranger. Pourtant, ces universités, qu'elles soient américaines ou françaises, sont généralement considérées comme des universités de référence dans nos pays. Voilà. Donc ça, moi, c'est une question que je pose toujours. Je ne sais pas pourquoi c'est ainsi. Pourtant, on m'a montré des textes de loi qui, normalement, prévoient que des équivalences soient accordées aux universitaires béninois qui ont des grades supérieurs à l'étranger. Mais depuis que je suis là, on ne m'a pas proposé au département d'histoire, ni voilà, au rectorat, cette option-là. Mon recrutement qui est en cours est sur cette base-là. Voilà. Et puis, après, le problème, il y a l'âge. En tout cas, on vous dit que vous avez plus de 50 ans, donc difficile bon d'intégrer. Voilà. Les difficultés peuvent être de plusieurs natures. On va y revenir, mais dites-nous, Alphonse Moïse Soudé, est-ce que vous, dans votre entourage, est-ce que vous avez déjà rencontré ou entendu parler donc de ces genres de témoignages, ces genres de difficultés liées au retour à l'insertion, la réinsertion des Béninois de l'extérieur? Oui, ça c'est fréquent. Quand vous rentrez dans votre pays, quand vous ne prenez pas toutes les dispositions avant de rentrer, quand vous rentrez, personne ne s'occupe de vous. Et quand vous cherchez du boulot, c'est comme si vous venez fraîchement dans le métier. Personne ne vous fait confiance. On dit, écoutez, on ne vous connaissait pas. Ça, c'est là-bas qu'on vous connaît. Pourtant, l'expérience n'est pas toujours locale. La technicité... Oui, et la plupart de ceux qui sont... Il y a des gens qui sont arrivés, qui ont préféré s'installer dans le privé. Ils sont venus de la France. D'abord, ils étaient venus pour prendre connaissance du terrain. Après, ils sont revenus pour s'installer dans le privé. Ils évoluent dans le privé. Il y a d'autres qui sont venus faire un an. Ils ont vu que ça ne marche pas, ils sont repartis. Mais c'est des compétences dont nous avons besoin. Et je crois que l'État ne met pas suffisamment les moyens. Il y a des gens qui, moi, je regrette, après avoir fait mon master à Dakar, d'être revenu. Parce que, écoutez, là-bas, vous finissez bien, vous êtes bien loti dans votre université, on vous propose un boulot. Et vous dites, écoutez, ma famille est au pays, je reviens. Mais quand vous revenez, vous n'avez jamais l'équivalent de ce qu'on vous a proposé. Au contraire, on veut vous ramener, comme l'a dit notre invité, au bas de l'échelle. Donc, il va falloir que les gens prennent conscience, parce que vous ne pouvez pas être à l'extérieur très respecté. Vous venez chez vous, on vous ramène à un niveau, ou bien, carrément, vous ne trouvez pas le boulot. Vous devenez un chômeur, alors que vous avez laissé tout là-bas. On ne peut pas tout le temps vivre dans le pays de l'autre, hein. Il faut venir construire son pays. On vous a toujours dit que en banlieue parisienne, il y a plus de médecins béninois qu'au Bénin. Pourquoi cela ne rentre pas? C'est justement pour éviter ces difficultés-là. Quelqu'un qui a gagné des millions comme salaire à chaque fin du mois, il descend ici pour rendre service à sa patrie, il n'a pas les moyens. Il y a des gens, quand ils veulent rentrer, ils laissent la famille à l'extérieur, ils rentrent seuls. Ils rentrent seuls pour dire, écoutez, j'irai
en éclaireur, je vais voir si ça va arriver. S'il vient, il fait 1 an et que personne ne le prenne au sérieux, il rentre. Et ce que je vais dire à l'université, c'est un panier à crabe. C'est un panier à crabe. Je pèse bien mes mots. C'est un panier à crabe. Quand vous revenez avec des diplômes obtenus à l'extérieur, quand vous avez fait votre expérience, normalement, notre invité a parlé du Sénégal. Le Sénégalais, quand il sait que son compatriote est bien calé à l'extérieur, il lui fait la coupe pour venir faire la même chose sur lui. Il n'attend pas que l'autre dise je vais rentrer, mais l'État te dit on a besoin de toi. Ton État te fait la cour pour que tu viennes enseigner à l'université, parce qu'à l'extérieur tu es une référence. Donc les gens, ils viennent, le boulot les attend, ils sont bien lotis parce que c'est eux qui posent leurs conditions. Vous avez besoin de moi, voici mes conditions. Mais chez nous, j'ai remarqué que c'est le contraire. Et comme ça, vous avez à l'extérieur beaucoup de Béninois qui ont fait leur thèse. L'université que je connais mieux, c'est Cheikh Anta Diop, où beaucoup de Béninois sont là-bas. Ils ont fait leur doctorat en droit et par-ci par-là, mais jamais ils n'ont exprimé le moindre souhait de venir travailler chez eux, parce qu'ils se disent, si tu viens, écoutez, on ne va pas te respecter. Donc les gens préfèrent rester à l'extérieur. Or, aujourd'hui, dans le contexte actuel, où le chef de l'État a décrété que nous avons un désert de compétences et qu'il faut combler ce vide, nous avons des compétences à l'extérieur que nous pouvons rapatrier vers notre pays. Je dis la loi sur les collaborateurs extérieurs. Pourquoi ne pas rapatrier les Béninois compétents qui sont dans les universités européennes et américaines pour venir servir? Si tant est que nous voulons relever le niveau de formation, si tant est que nous voulons relever le niveau de les conditions de travail, il faut ouvrir le boulevard et permettre à ceux qui sont là-bas de venir enseigner chez eux en leur offrant des conditions faciles. Parce que si tu es béninois et que tu épouses une Française, ce n'est pas évident qu'elle accepte de venir te suivre dans la galère. Parce qu'elle estime qu'elle va laisser tous ses avantages. Elle revient dans le pays de son mari. Il faut tout reprendre. Il y a des gens qui reviennent, qui se cherchent. On ne peut pas avoir enseigné dans les universités européenne et venir au Bénin être professeur vacataire. Encore que là, c'est une faveur qu'on vous fait, sinon tout le temps va vous tourner en rond. Revenez demain, le recteur ne s'est pas encore penché sur votre dossier, le département n'a pas besoin de vous pour les heures et vous perdez tout le temps. Donc il y a des gens qui ont choisi. Ils ont dit, moi, je viendrai passer mes vacances au pays avec mes enfants, mais jamais je ne viendrai travailler ici. Et il faut que l'État béninois mette en place aujourd'hui une politique pour rapatrier les cadres. Parce que si nous leur faisons de bonnes conditions, je suis très sûr que beaucoup d'entre eux vont accepter venir servir. Parce que quand vous allez étudier à l'extérieur, qu'à la fin de vos études, on vous propose un boulot, vous dites, je suis un bon patriote bon teint, je vais servir mon pays. Là-bas, je vous suppose qu'on vous propose 800 000, 900 000. Vous venez chez vous, c'est à peine qu'on vous propose 150 000. C'est pas possible, ça décourage. C'est pourquoi certains parents, quand ils envoient les enfants à l'extérieur, disent, dès que tu finis, tu trouves boulot là-bas, tu restes, il n'y a rien au pays. Et quand on dit qu'il y a rien au pays... Comme il y en a qui demandent qu'on revienne. Hein. Oui, il y en a qui demandent qu'on revienne. Mais la plupart de ceux qui demandent à leurs enfants de revenir, c'est qu'ils ont monté leurs propres affaires. Et quand l'enfant revient, c'est pour succéder à son papa. Si je n'ai pas des affaires, si je n'ai rien au soleil, et que mon enfant finit là-bas, que je lui dis de revenir, qu'est-ce qu'il va manger? C'est là la grande question. Réponse peut-être, Joël Stobé, Anna, oui, Joël. Non, malheureusement, je n'ai pas de réponse à cette question. Vous avez des témoignages au moins? Je pense que le problème qui se pose dans notre pays, le Bénin, c'est un problème effectivement qui doit faire réfléchir. Le cas de notre invité, du professeur, c'est un cas parmi tant d'autres. Et il faut oser donc le dire. Quand vous prenez le système universitaire de notre pays, le Bénin, comme on l'a toujours dit, ce sont des professeurs. Je ne dirais pas que c'est tous les professeurs, mais le système est conçu de telle façon que soit vous êtes un produit fini du système et vous avez une certaine facilité pour intégrer le système, soit vous n'êtes pas dedans et vous êtes grillé. C'est la lecture que je fais du fonctionnement du système universitaire. Mais ça, le système universitaire, ce n'est qu'un aspect des difficultés. Oui, ce n'est qu'un aspect. Non, je vais ébaucher tout doucement les différents aspects de la question de la réintégration des Béninois qui ont vécu à l'extérieur. Parce que nous avons un invité qui a fait ses études quand même une bonne partie en Europe, qui a eu des diplômes en Europe et qui a servi donc dans des universités là-bas. Le contraste que je trouve directement après l'avoir écouté, c'est cette façon de réfléchir de nous Béninois, je ne dirais pas africains, de nous Béninois. Nous sommes au pays, nous faisons confiance aux références, aux agences de notation
au niveau de l'Occident. On a des systèmes universitaires, nous avons des références de l'autre côté. On leur fait appel la plupart du temps pour venir enseigner temporairement ou bien accessoirement. Et ils sont payés à prix d'or et ils repartent. Mais voilà donc des Béninois de père et de mère qui sont allés chercher maintenant la compétence de l'autre côté et qui reviennent au pays, mais qui ont la difficulté à s'insérer. Et je trouve normal que d'abord, ce qui se passe au Bénin, si les compétences dont nous avons besoin et dont nous disposons ne sont pas mises à disposition de notre pays, c'est en partie également lié au système de fonctionnement de l'État à travers ces différents compartiments. D'abord, quand vous prenez un humain, tout humain est à la recherche d'une réalisation de soi. Ça, on va vous l'expliquer clairement en première année en psychologie. Personne ne vient s'offrir en holocauste pour quelqu'un. Vous travaillez d'abord pour votre bien-être et le bien-être de votre famille et vous pensez après à vos parents, à vos amis, puis après à la nation. Mais quelqu'un ne veut pas quand même aller s'échigner donc à faire tout ça et qu'il revient, on lui dit, bon, messieurs, vous êtes vacataire ou bien vous reprenez au bas de l'échelle. Ça, je pense qu'il faut travailler à un moment donné à corriger cela et que ceux qui détiennent le pouvoir dans des secteurs stratégiques ne facilitent un peu la réintégration de nos frères qui reviennent pour servir l'État. Maintenant, vous me parlez de témoignages. Je pense que l'exemple que je donne le plus, et là nous avons eu au département de sociologie à travailler donc sur la question, la réintégration des Béninois qui ont vécu en Côte d'Ivoire. Par exemple, je ne prends que cet exemple-là. Ils ont même eu l'association, la BEFSI, qui s'occupe donc de cette question, la réintégration à la fois professionnelle, sociale, culturelle, donc de ces Béninois qui ont vécu de l'autre côté. Mais ce n'est pas du tout facile. La stigmatisation dont ils sont victimes, l'accent de la langue, quand ils reviennent déjà au pays, tout ça, ça compte. Vous voyez un Béninois qui s'exprime, c'est un frère à vous qui porte peut-être un nom avancé, par exemple, mais qui s'exprime, vous voyez tout de suite l'accent de la Côte d'Ivoire dans son palais, on le dit, c'est un Ivoirien. Et quand c'est comme ça, la société comme ça s'organise pour l'exclure de tout ce qui se passe. Quand vous faites l'université d'Abou Mekalavi pendant 5 ans, pendant 7 ans, pendant 3 ans, vous remarquez tout de suite quand même qu'il y a des barrières qui sont posées et que des facilités qui doivent être accordées à ces Béninois-là, qui sont nos frères, mais on les considère comme des Ivoiriens. Et pareil pour les Béninois qui ont vécu une bonne partie de leur vie à l'étranger ou bien qui ont des parents qui ont vécu là-bas. Je ne sais pas quel péché ils ont commis. Ils n'ont pas demandé à naître à l'étranger ou ils n'ont pas demandé à un moment donné à voyager pour aller poursuivre leurs études. Et la plupart du temps également, c'est le problème des parents. Je le dirais également des parents qui, comme l'a expliqué notre invité, quand vous êtes à l'étranger et que vous tournez dos complètement à votre pays, même des vacances, vous n'amenez pas vos enfants à découvrir leur pays. On pense que l'Eldorado, la vie, tout est fourni là-bas et puis c'est fini, oubliant qu'on n'est pas éternel aussi. Donc, il faut également interpeller nos frères et nos sœurs qui ont eu des enfants à l'étranger pour que de temps à autre, on puisse permettre, un peu comme le fait déjà le professeur, qu'on puisse permettre aux enfants de rentrer au pays, de passer peut-être des vacances de temps à autre. S'ils ont la possibilité, je connais quand même des familles qui ont fait venir leurs enfants, ils vivent à l'étranger, mais ils envoient les enfants étudier jusqu'à un niveau donné au pays avant de leur faire appel encore pour qu'ils puissent les rejoindre à l'étranger. Donc, ce sont des systèmes, des possibilités qui s'offrent à ces Béninois-là de la diaspora pour permettre l'intégration de ces fils et filles du pays pour que les recherches d'emploi ne soient pas un peu compliquées pour eux. De toutes les façons, il est important, comme l'a dit le chef de l'État, nous sommes à l'ère de la révélation du Bénin, à l'ère donc où nous voulons éclore les talents, et on nous a dit où qu'elles se trouvent, ces compétences-là, on ira les chercher. Il est maintenant temps qu'on puisse maintenant nous prouver que c'est de ça qu'il s'agit et que le ministère en charge des affaires étrangères puisse également mettre les petits plats dans les grands pour qu'on puisse finir avec cette affaire. Justement, on s'est beaucoup prononcé sur le cas du professeur Dieudonné Yamakou, notamment à l'université, mais le but de l'émission, ce n'est pas du tout ça. C'est d'abord diagnostiquer le problème, pourquoi ça se passe comme ça, et surtout chercher
des solutions pour que eh bien, ces Béninois-là soient vraiment une richesse pour le pays, comme on voit la diaspora du Mali, du Sénégal et d'ailleurs contribuer, n'est-ce pas, au bien-être de leur pays. Mais professeur Dieudonné Niamakou, dites-nous, quand vous reveniez, c'est sûr, on n'a pas fini d'étaler toutes les difficultés. Non, effectivement, les difficultés sont multiples. Maintenant, comme l'a dit votre collègue tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut aussi se préparer quand on vient, puisque personne ne vous attend. Même quand vous avez pris des précautions, par exemple... on ne peut pas tout préparer de l'extérieur. On ne peut pas tout préparer. Il faut être là. Parce qu'en fait, la réalité sur le terrain est toujours différente de ce qu'on prévoit de l'extérieur. Donc, il faut être là. Soit vous êtes rentré définitivement, et puis, il vous faut de la patience, de la persévérance. Il faut rencontrer les bonnes personnes, parce qu'il faut dire aussi qu'au début, parmi ceux qui s'approchent de vous, il y a ceux qui pensent que vous venez de l'Occident et que... Qui veulent profiter. Oui, ou que vous avez des mal d'or, quoi. Les gens pensent qu'on ramasse l'argent en Europe ou en Occident, etc. Il y a ceux-là. Donc, il faut du temps pour rencontrer des bonnes personnes qui peuvent vous aider, mettre sur les bonnes pistes. Et les gens sont nombreux aussi, qui peuvent vous accorder un coup de main, vous donner les bonnes informations. Comme quelqu'un l'a dit, il faut avoir le décodeur pour savoir effectivement comment s'en sortir, comment régler les choses. Et oui, les difficultés sont nombreuses. Bon, votre collègue disait aussi tout à l'heure la question de l'accent, c'est vrai. C'est vrai. Oui, les Béninois, j'ai l'habitude de dire ça tous les jours, parce qu'on me demande tout le temps de quel pays je suis, d'où je suis, etc. Bon. Et à chaque fois, je dis, mais donc, est-ce qu'il y a une famille béninoise ici au Bénin qui n'a pas un parent au Togo, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en Europe, en Australie, dans les États-Unis, au Canada, Est-ce que les Béninois eux-mêmes n'ont pas d'accent? Est-ce qu'un Béninois au Ghana, au Gabon, en Côte d'Ivoire, ne serait pas aussi stigmatisé par son accent? Oui, justement, là où on a vécu, on prend l'accent de là où on a vécu. Mais cela ne vous enlève rien, effectivement, à vos origines. Vous êtes de parents béninois, vous êtes en Australie, vous parlez comme les Australiens, mais voilà. Mais déjà, votre nom permet d'identifier qui vous êtes, etc. Même si vous parlez pas la langue. Donc, effectivement, ça, il y a ces paramètres-là qui interviennent souvent, parce qu'on vous prend pour un étranger, donc on vous traite en étranger, ce qui ne devrait pas exister. Et puis, alors, je disais, oui, il faut du temps, il faut de la persévérance, parce que, oui, il faut rencontrer les bonnes personnes. Soit vous venez pour un projet, effectivement, vous avez votre propre projet, vous avez les moyens, vous venez avec et vous investissez dans un domaine, mais il faut encore prendre le temps aussi d'être sûr que ça va fonctionner comme ça fonctionnait. Ça ne fonctionne même pas toujours, déjà, pour parler des formalités administratives avec l'État lui-même. Oui. Alors, pour les universitaires, je donne un exemple. Par exemple, pour être recruté et pour les dossiers en cours de titularisation, il y a la question, par exemple, des équivalences de diplômes et d'authentification de diplômes délivrés par la Direction générale de l'enseignement supérieur. Ça, sincèrement, je suis obligé de dénoncer cela. Une lenteur administrative au niveau de la délivrance des équivalents de diplômes qui nuit gravement, qui pénalise les enseignants, chercheurs, etc. et qui attendent 1 an ou plus, ou même plus, ces équivalences-là. Et certains qui sont recrutés, qui n'ont pas de problème particulier, qui enseignent et qui vont attendre 1 an, 18 mois ou plus pour toucher leur premier salaire. On parlait des vacataires tout à l'heure. Attention, vous êtes vacataire, mais vous ne savez pas quand vous allez toucher votre premier salaire. Vous vous plaignez après 2 ans, on vous dit non. Certains ont attendu 4 ans, 5 ans. Moi, je ne sais pas quand je vais toucher mon premier salaire. Et le chef du département lui-même ne sait pas, il ne peut pas me dire. Vous comprenez? Donc, voilà, il y a ces difficultés-là. Bon. Si vous n'aimez pas votre pays, vous pouvez pas le faire. Et puis, quand on décide de revenir, c'est pas pour repartir. Voilà. Donc, les difficultés qu'il y a aussi sont psychologiques. C'est-à-dire qu'on fait face à des difficultés qui font que, quand vous voyez ça, vous dites, mais qu'est-ce que je fais là, etc. Bon, je retourne. Beaucoup sont retournés comme ça. On vous dit même, oh, vous n'allez pas tenir 3 mois ou 6 mois. Vous êtes venu en plus avec toute votre famille, c'est pas possible. Ah, on vous dit ça de l'intérieur ou de l'extérieur? Non, ici. Ici. Et oui, des Béninois que vous rencontrez, ils disent... Parce que il faut savoir que nous sommes aussi chez nous, en Afrique, au Bénin et dans les autres pays, nous sommes beaucoup extravertis. Regardez notre jeunesse qui va mourir dans le désert, en mer, etc. Donc il y a ceux qui rêvent de partir en Europe, en Occident, dans les Amériques et tout ça. Et vous revenez, ils ne comprennent pas. Moi, j'ai des étudiants qui ont dit, mais professeur, en fait, la question c'était à la limite, mais est-ce qu'il y a un problème particulier qui fait que vous êtes revenu, quoi? Parce qu'on ne comprend pas. Nous, on rêve d'aller là-bas. Et vous revenez ici, vous dites que l'avenir,
C'est en Afrique. Et vous vous plaignez? Oui. Voilà, donc les difficultés peuvent être différentes. Tout le monde ne vous comprend pas, mais il y a ceux qui vous comprennent, qui connaissent vos difficultés, qui peuvent vous aider. Après, ça dépend effectivement de ce qu'on est venu faire. Je pense que certains ont plus de facilité à trouver une activité ou à démarrer une activité qui peut fonctionner. Parce que quand on vient de l'extérieur, on a quand même, on vient parce qu'on veut apporter quelque chose à son pays. Oui, Voilà. oui, les difficultés sont nombreuses, mais elles proviennent surtout de qui? De quel ordre? C'est de quel ordre? Bon, il y a toutes sortes de difficultés pour s'insérer. Vous savez, par exemple, bon, vous venez avec une épouse étrangère, par exemple. Bon. Ou bien que vous avez épousé votre épouse hors du Bénin. Pour qu'elle soit installée normalement dans le pays, il vaut mieux... La carte de séjour étranger coûte très cher. Ça va jusqu'à 800 000 francs. Il y a même des circuits parallèles. On m'a dit qu'il faut payer 1 million, 2 millions des fois pour avoir sa carte de séjour étranger. Il faut d'ailleurs demander aux étrangers qui vivent dans notre pays, pour certains, les galères qu'ils rencontrent pour avoir leur statut de séjour dans le pays. Et donc, vous venez avec votre épouse étrangère, on vous dit il vous faut une transcription de l'acte de mariage. Tout simple, un simple document administratif. Il n'y a qu'une mairie à Cotonou qui délivre ce document, que vous viviez à Porto-Novo ou ailleurs. Vous venez dans cette mairie le faire. Et la procédure peut durer des mois. Dans mon cas, ça a duré longtemps. Voilà. Et quand ça s'est enfin réglé et que j'ai demandé, parce que en fait, on vous fait remplir des formalités administratives et on ne vous demande pas si vous êtes né à l'étranger. En fait, il n'y a pas de formulaire pour dire que pour les Béninois nés à l'étranger ou les Béninois nés à l'étranger, voilà, il y a des pièces supplémentaires qu'il faut fournir. Il n'y a pas un formulaire qu'on vous donne. Donc vous réunissez votre dossier, on vous donne la liste des pièces à fournir pour tous les Béninois qui sont mariés à l'étranger. Vous remplissez le dossier et 3 mois après ou 6 mois après, on vous dit non, votre dossier est rejeté parce qu'en fait, on vient de se rendre compte que vous êtes né à l'extérieur. Et donc, votre dossier reprend encore des mois supplémentaires. Et quand j'ai fini par avoir cette transcription de mariage, j'ai dit à l'agent d'état civil, mais vous devrez remettre à tout le monde, tous les usagers, un formulaire et vous expliquer les différents cas de figure. Et on me dit, mais vous avez obtenu votre document, vous voulez quoi d'autre? Je dis, mais je veux quoi d'autre? Je veux que tous les Béninois mariés à l'étranger, et nés à l'étranger comme moi et mariés à l'extérieur, qui viendront dans cette mairie pour se faire établir ce document, n'aient plus à passer 6 mois ou 1 an pour obtenir un simple acte d'état civil. Voilà. Donc, on ne peut pas penser à soi seul. Il faut éviter que cela se reproduise. Donc, parfois, voilà, ça peut être tout simplement ça. Si votre épouse qui est étrangère n'a pas une facilité aussi d'insertion, n'a pas un document, en fait, qu'on appelle ça, un titre, parce que, en fait, notre loi, en fait, en plus, est très favorable. La loi béninoise, l'homme béninois qui est marié à une étrangère, après 1 an de mariage, votre femme a droit à la nationalité béninoise. Vous voyez? Donc, normalement... En fait, ça, c'est un atout. C'est un atout. C'est un des rares pays, je pense, qui accorde ces facilités automatiquement. Voilà. Mais, pour que cette procédure se réalise, il faut fournir cette transcription. Et c'est là où, après, c'est un parcours du combattant, des fois. Mais si vous vous mariez au pays, vous vous mariez au Bénin, c'est plus simple. Oui, si vous vous mariez au Bénin, oui, on ne vous demande pas ce document. Parce qu'on vous demande un acte de mariage établi au Bénin. Donc, si vous êtes marié à l'étranger, il faut que l'acte de mariage étranger soit transcrit au Bénin. Et la difficulté, dans mon cas, est venue du fait que je suis né moi-même à l'extérieur. Et que donc, il y avait des documents supplémentaires qu'il fallait fournir, et prouver la nationalité des parents, etc. Mais pour contourner ça, on peut se marier au Bénin, on peut se marier ailleurs aussi, non? Non, pourquoi? Une fois que vous êtes marié, vous êtes marié. Une fois que vous êtes marié à l'étranger, vous êtes marié à l'étranger. Vous venez juste vous marier au Bénin, vous repartez. Ah oui, oui, mais ça, oui, là, vous le dites pour des jeunes célibataires qui ne sont pas encore mariés, c'est ça? Oui, dans ce cas-là, vous venez effectivement avec votre fiancé en vacances au Bénin et puis vous vous mariez au Bénin. Comme ça, ça vous évite effectivement 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard ces difficultés-là à l'état civil. Voilà. Donc, il peut y avoir de simples problèmes administratifs comme ceux-là qui peut parfois bloquer, rendre difficile votre insertion et faire que votre conjoint vous dit, mais... Qu'est-ce qu'on est venu chercher? Qu'est-ce qu'on est venu chercher dans ton pays? Pourtant, les difficultés, on le voit, hein, elles ne sont pas si petites. Vous qui êtes, par ailleurs, si je me trompe, hein, dans le bureau des Béninois de l'association ou l'organisation des Béninois de l'extérieur, est-ce que ces genres de problèmes, vous en discutez? Est-ce que vous en discutez réellement pour que ça perdure ainsi que ça ne trouve pas de solution? En fait, moi, j'ai découvert la réalité de ces problèmes en rentrant il y a 2 ans et demi.
Et justement, il y a 2 ans, le Haut Conseil des Béninois à l'extérieur avait organisé une semaine culturelle des Béninois de l'extérieur. Ça s'est déroulé au Centre culturel chinois à l'époque. Et justement, à cette occasion, nous en avons parlé parce que effectivement, beaucoup se sont rendus compte que, effectivement, vous êtes Béninois à l'extérieur, vous êtes une célébrité à l'extérieur, mais dans votre pays, bien sûr, on ne vous connaît pas. On vous reproche, effectivement, si vous ne revenez pas régulièrement, personne ne vous connaît, on vous dit c'est de votre faute. Bon, c'est partagé, d'accord. Maintenant, ces problèmes, effectivement, ont été soulevés, mais on va dire peut mieux faire. C'est-à-dire que nous avons soulevé ces différentes questions-là. Nous avons demandé, bon, le bureau a changé, donc le nouveau bureau, nous leur avons demandé effectivement de prendre la mesure de cela. Par exemple, le Haut Conseil, la section France des Béninois de l'extérieur, chaque année, sur la base des cotisations des membres, la section France achète des bancs, des livres, du matériel scolaire dans les écoles par département. Chaque année, des gestes comme ça sont faits. Des actions sont menées donc en direction du pays pour montrer qu'il y a une solidarité des Béninois qui sont en France ou dans d'autres pays, voilà, ici quoi, dans le pays. Donc ce type d'action se fait. Maintenant, ce que pour l'instant, quand il s'agit du retour, alors il y a d'autres difficultés. Bon, vous venez, si vous rentrez définitivement avec toutes vos affaires, tous vos bagages, il y a un conteneur ou même parfois plusieurs conteneurs d'affaires qu'il faut faire venir. Là, il y a des difficultés. On vous demande de prendre une attestation au consulat du Bénin dans le pays où vous résidiez avant. Vous présentez cette attestation. Vous pensez que c'est pour que ça vous permet de faciliter les choses, mais en fait non. Vous ne bénéficiez pas. Des fois, les services douaniers veulent vous taxer sur des objets usagés, vos objets du quotidien que vous ramenez avec vous. Voilà, donc il y a des difficultés. Il faut passer par des transitaires qui peuvent vous aider ou pas. Voilà, donc, bon, de mon point de vue, tout cela n'est pas encore organisé. En fait, rien n'est fait pour faciliter. C'est-à-dire que chacun rentre et se débrouille comme il peut. Est-ce que vous en avez discuté à l'époque avec les autorités béninoises, notamment le ministère de l'Intérieur, par exemple, ou le ministère des Affaires étrangères? En fait, je ne sais pas officiellement quand nous avons posé ce problème-là lors de la semaine culturelle de 2016, en août 2016 à Cotonou. Le bureau qui entrant s'était engagé donc à parler avec les autorités. En fait, je suis pas membre du bureau. Moi, je suis un simple membre en tant que Béninois qui vivait en France. Donc, j'étais membre de la section France, voilà, des Béninois. Et à l'époque, on m'avait demandé effectivement d'aider à organiser cette semaine culturelle du fait de l'expérience que j'ai dans ce domaine. Parce que le secrétariat du HCBE, donc au Conseil des Béninois extérieurs, à l'époque, il y a 2 ans, ne pouvait pas nous informer, par exemple, des facilités qui pouvaient exister pour le retour de nos bagages, par exemple. Et si l'État devrait prendre conscience et faire quelque chose, qu'est-ce que vous pensez qu'il a à faire en urgence, par exemple? Mais vous savez, il y a des Béninois, on l'a dit au début de l'émission, qui ont des compétences que tout pays africain rechercherait, qui ont des compétences qui sont, même que ce soit dans les pays dits développés en Occident, etc., qui sont recherchés, où ils ont des expériences. Donc, certains reviennent, même si c'est pas pour un retour définitif, mais reviennent pour apporter quelque chose, parce que c'est pas possible. Quand vous vivez aussi longtemps à l'étranger, vous vous rendez compte quand même que, quel que soit ce que vous apportez là où vous êtes, que c'est un gâchis que vous ne puissiez rien apporter à votre pays. Donc, beaucoup reviennent juste pour donner quelque chose. Parce qu'il faut voilà, donner quelque chose. Et comme il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas d'interface, quand on rentre, ben, si vous faites face à des difficultés personnelles qui vous découragent, ben, vous dites, qu'est-ce que je fais là? Et dans ce cas-là, vous repartez. Donc, ce qu'on devrait faire, je pense déjà comme premier dispositif, premières actions, c'est voir ce que font les pays voisins, le Mali, le Sénégal, la Guinée aussi, où les communautés de la diaspora de ces pays-là mènent des actions, mais alors là, considérables, dans le domaine du soutien de leur région. Contribuent beaucoup à l'économie. À l'économie de leur pays. Généralement, pour les Béninois, nous envoyons de l'argent à nos familles quand on est à l'extérieur, ça se limite à ça, ou ceux qui ont des projets personnels qui arrivent à les faire, viennent les faire. Mais il faut de vrais interlocuteurs, et il faut un véritable intérêt
Normalement, notre gouvernement actuel, effectivement, s'est lancé dans cette action-là. En fait, ça devait être un atout, le contexte actuel, avec oui. les compétences, il faut aller rechercher à l'extérieur, comme on dit maintenant. Oui. Il y a un certain nombre de Béninois à l'extérieur. Bon, on le voit que ce soit dans le gouvernement ou même à la tête de certaines agences rattachées à la présidence de la République. Il y a certains Béninois à l'extérieur à qui on a fait appel pour leurs compétences. Donc cela s'est fait à certains niveaux. Ceux qui ont été repérés à l'extérieur, à qui le gouvernement a fait appel, effectivement, eux sont dans des conditions où les moyens sont différents. On a mis les moyens à disposition pour leur faciliter le retour. Voilà. Effectivement, pour cela, c'est fait. Mais pour la majorité des autres, qui ne sont pas connus par les autorités... C'est eux qui prennent par eux-mêmes la décision d'être fous, de devenir fous. C'est leur problème. C'est leur problème. Ici, comme il n'y a pas d'interlocuteur, face à ces difficultés-là, il y a des personnes, beaucoup repartent très déçus. J'en ai rencontré, je viens de passer, moi j'avais décidé de faire une immersion totale. Donc pendant 30 mois, je suis pas parti en Europe. J'ai été qu'au Ghana et au Nigeria pour voir un peu comment ça se passait là-bas. Et puis, mais au niveau je suis resté, dans le pays. Je suis reparti que là, il y a 3 semaines, en Europe. Et j'ai rencontré des Béninois là-bas. Donc certains qui avaient déjà fait le retour et qui sont repartis déçus et qui me disent non, qu'ils vont plus jamais revenir, qu'ils vont plus mettre pied au Bénin. Il y a un qui m'a dit la seule personne qui lui restait c'était sa mère est décédée et qui va plus revenir. Et je lui dis non, c'est pas possible, il faut revenir. Nous avons tous quelque chose à apporter à notre pays. Faut pas se baser sur des premières désillusions, etc. Il faut rester un certain temps. Moi j'ai constaté que c'est après 1 an déjà de séjour sur place qu'on commence à rencontrer les bonnes personnes. C'est-à-dire que oui, il y a des difficultés, mais il y a des personnes qui sont sensibles à ces justement, est-ce que les difficultés s'éteignent avec le temps? Est-ce que vous avez commencé par en faire l'expérience? Oui. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut supporter effectivement les difficultés de départ. Surtout si vos économies, les petites économies que vous aviez, si c'est parti, et que vous ne voyez pas comment les sources de revenus nouvelles peuvent survenir, parce qu'il n'y a pas de proposition, etc., ou que vous ne trouvez pas quoi faire, effectivement, là, vous pouvez commencer à vous poser des questions. Si vous arrivez à trouver des solutions, le conseil que je donne à ceux qui rentrent dans ces conditions-là, mais je pense que la majorité aujourd'hui, c'est pas comme avant, où quand on revenait, on voulait avoir le même confort salarial qu'on pouvait avoir en Occident. Justement, j'allais poser la question. Est-ce que le problème, ce n'est pas parfois aussi ceux qui reviennent, qui pensent revenir dans le même confort que ceux qui vivaient à l'extérieur, avoir les mêmes facilités que ceux qu'ils avaient à l'extérieur, revenir avec d'autres images, mon beau pays, l'Eldorado? Non, je pense que ça s'est fait pendant longtemps. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui pose aussi parfois certains problèmes. Parce que ceux qui sont au pays, qui sont là, ont vu parfois effectivement certains Béninois à l'extérieur revenir avec des prétentions, etc. Et qui les ont fait sourire, etc. Bon, mais je pense qu'aujourd'hui, moi, de mon point de vue, avec tous ceux avec qui je discute, je pense que la majorité de ceux qui viennent aujourd'hui sont préparés par rapport à ça. Ils savent que si vous revenez avec des prétentions comme celle-là, personne ne vous attend et on ne va pas vous écouter. Donc je pense que ceux qui viennent aujourd'hui, dans leur majorité, viennent pour apporter ce qu'ils peuvent apporter, avoir une activité dans laquelle leur expérience qu'ils ont à l'étranger, qui peut être utile au pays, apporter cette expérience-là, et vivre selon les conditions locales. Je pense que nous sommes la majorité, on ne demande pas à avoir un salaire français, un salaire américain, non. Le salaire du Béninois, qui est le même niveau de formation, le même niveau de qualification. Voilà. On ne demande même pas plus que cela. Donc, normalement, il devrait avoir moins de problèmes par rapport à ça. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alphonse Moïse-Soudé, qu'est-ce qui devait être fait, notamment par l'État, par le gouvernement, par exemple, pour bénéficier, n'est-ce pas, de ce flux économique, ce flux technique que ces personnes revenues auraient pu être, sont bien souvent pour le pays? Non, le premier réflexe, c'est qu'il faut installer au niveau du ministère des Affaires étrangères une plateforme qui puisse recenser tous ceux-là qui ont l'intention de revenir au pays et pour se mettre au service de leur pays. Et là, on leur facilite les conditions d'insertion. Parce que s'il n'y a pas une plateforme à laquelle on peut s'adresser pour dire, moi, je suis Tantampillon, j'ai fait 15 ans en France, je veux revenir définitivement au Bénin. Parce que le problème, c'est quoi?
Et on ne peut pas dire que... Est-ce que le retour, ce n'est pas d'abord une ambition personnelle? Non, c'est pourquoi je dis, si l'intéressé a envie de revenir chez lui, c'est vrai que quand vous revenez, vous avez démissionné là-bas. Et vous venez avec une certaine économie que vous utilisez les premiers jours. Quand l'économie finit et que vous n'avez aucune porte de sortie, c'est là qu'on commence par regretter d'être venu. Donc, s'il y a cette plateforme-là, tous ceux qui veulent revenir définitivement au pays doivent s'adresser. Je sais que normalement, quand je veux revenir définitivement, que j'ai 3-4 conteneurs, je dois bénéficier d'un certain nombre de facilités. Parce que ce n'est pas des objets que je veux vendre, ce sont mes objets personnels. Donc, on doit pouvoir mettre cette plateforme-là sur place au niveau du ministère des Affaires étrangères avec peut-être des démembrements dans nos ambassades pour dire, ok, si quelqu'un veut retourner définitivement chez lui, vous vous inscrivez. Et là, on pourrait peut-être, par rapport à votre qualification professionnelle, commencer par vous chercher du travail. Accès Canada, c'est comme ça que ça se passe. Accès Canada, c'est comme ça. Vous n'allez pas arriver là-bas pour chômer. Le boulot, vous commencez le boulot. L'autorivisa pour aller aux États-Unis, c'est comme ça. Donc, je voudrais qu'on installe une plateforme de la sorte. C'est vrai que peut-être le retour va prendre du temps parce qu'il faut introduire un dossier. Il faut permettre aux gens de trouver peut-être des sociétés, qu'on appelle des directions qui acceptent de vous engager. Oui, mais est-ce que, Alphonse Moïsoudé, une telle solution est applicable, une telle solution est facile dans un pays où même les nationaux, les locaux sont à la recherche de l'emploi, vivent déjà eux-mêmes leurs difficultés? Ok, s'il n'y a pas cette possibilité, je parle, c'est vrai que si vous n'avez pas une compétence à vendre à votre pays, je suppose que tout le temps, vous avez été professeur de danse. Ce n'est pas que je stigmatise les professeurs de danse. Vous avez été, comment on appelle, artisan là-bas, que vous voulez revenir chez vous. C'est un peu difficile. Et c'est pourquoi je dis il faut forcément avoir un capital. Il faut avoir un capital. Et certains ont compris. Quand il sait que dans 4 ans, il veut venir chez lui, il commence par construire. Il commence par construire. Même ça, déjà, parfois, c'est des difficultés. Hein? Oui, parce que quand vous êtes à l'extérieur, vous vous faites gruger facilement. Il y a des agences immobilières qui disent, moi, je peux vous acheter la parcelle, je veux que vous construisez votre maison en fonction de votre plan, ça va vous coûter tel million. Le compatriote, il est assis en France, il fait confiance à cette agence-là, il envoie son argent, un jour il dit à quelqu'un, écoute, va me vérifier ça, c'est du vent qu'on lui vend. Parce qu'au niveau de sa famille, on l'a déjà trahi. Il veut trouver une personnalité neutre pour faire le travail. Et malheureusement, il n'est pas à la fin de la galère. Il n'est pas à la fin de la galère. Donc, je dis, il faut que l'État quand même mette sur place une direction comme ça pour faciliter. Même au niveau du ministère de, je ne sais pas, qui s'occupe de l'habitat, on peut dire qu'on a une direction technique qui puisse aider les Béninois qui veulent construire. Parce qu'aujourd'hui, les parents ont déçu, les agences immobilières ont déçu. Voilà quelqu'un qui a l'argent, qui se dit, si je finis, je viens de mourir chez moi. Il me faut quelque chose. Mais malheureusement, il n'y a pas de répondant pour lui construire la maison. On ne va pas lui demander de faire le tour, quand on nous parlait tout le temps pour venir superviser son chantier. Au niveau du ministère peut-être de l'environnement et de l'habitat, on peut aussi créer une direction comme ça, permettre aux gens de venir construire. Même ceux qui veulent monter des affaires. Là aussi, c'est la grosse escroquerie. Il est en France, il veut monter ses affaires, il a confiance à un ami, il envoie l'argent, paf, on détourne. Donc, il faut qu'au niveau des différents ministères, qu'on installe des directions techniques qui puissent aider ceux-là. Parce que celui qui envoie l'argent au pays, c'est au niveau de l'économie. Quand j'envoie de l'argent pour construire, forcément, le fer à béton, le ciment, les ouvriers sont recrutés. Donc, c'est de l'argent qui rentre au pays. Donc, il va falloir désormais que l'État organise cela pour permettre à celui qui est à l'extérieur, qui veut revenir chez lui, qui veut d'abord construire, qui veut monter ses affaires, qui sache que bon, je ne serai pas grugé parce que j'ai en face de moi une structure organisée et supervisée par l'État. En tout cas, d'autres pays ont de l'expertise dans la matière. Nous avons cité la Guinée, le Mali, le Sénégal. Il faut tricher les bonnes choses. Ah ouais. Oui, non, je ne dirais pas grand chose. Je pense que ce problème doit être réglé au plus vite parce que ce sont, comme je le dis souvent, on laisse la compétence s'évaporer alors que nous en avons besoin. Et il est aussi important quand même que à chaque niveau de responsabilité, que l'État central puisse prendre donc la mesure de la situation et travailler encore avec une certaine facilité avec les associations qui répondent déjà au nom des Béninois qui vivent à l'extérieur. Je sais que chaque fois quand
nos personnalités se déplacent, on va en France, on va en Chine, on va en Australie, on rencontre quand même les Béninois de la diaspora qui vivent donc dans ces pays-là. Et on discute. Et je me commence, après avoir écouté une fois encore le professeur, je me demande qu'est-ce qu'ils se disent alors à ces rencontres-là. Je me pose la question. Quand le chef de l'État se déplace et rencontre les Béninois qui vivent à l'extérieur dans tel pays, on nous vante les images à la télévision. Qu'est-ce que vous vous dites dans ces rencontres-là? Si on ne veut pas régler une fois pour de bon ces problèmes, les poser et se faire confiance mutuellement, et ceux qui vivent à l'extérieur sauront que, oui, telle personnalité, notre ministre est venu nous parler, voilà les dispositions qui seront prises pour nous faciliter notre retour au pays. Mais je ne sais pas à quoi servent finalement ces rencontres-là. Si ce n'est pas pour des commodités d'image ou bien pour plaire aux gens, pour montrer que bon, oui, nous sommes soucieux donc de l'avenir également de nos frères qui vivent à l'extérieur, je pense qu'il y a une sorte d'hypocrisie dans ces relations entre Béninois qui vivent à l'extérieur et les autorités qui répondent au nom donc de notre pays à l'étranger. Donc je pense que il est temps, comme Alphonse l'a dit, que les décisions soient prises au niveau du ministère des Affaires étrangères, surtout pour que à l'avenir, ceux qui ont envie de revenir résider au pays, qu'on leur facilite la vie, les cadres de séjour, on me parle de près d'1 million à dépenser pour pouvoir l'avoir. Il faut traîner donc tout le temps les parties au niveau de la mairie pour avoir des documents administratifs. Et on est béninois. Je pense qu'il faut copier ce qui est bon et beau pour dans quelques mois, on puisse effectivement révéler le Bénin. Professeur Dieudonné Yamako. Oui, je voulais dire que l'une des actions, pour parler de choses positives, l'une des actions concrètes, effectivement, qu'on a pu obtenir dans le cadre, à l'issue des échanges comme ceux-là, entre les Béninois de l'extérieur et les autorités béninoises, ça a été, par exemple, le fait que les Béninois qui ont la double nationalité, qui vivent en France, par exemple, quand ils viennent en vacances ou quand ils viennent au Bénin, avec leur passeport étranger, s'ils ont la carte nationale d'identité béninoise, ils n'ont pas besoin effectivement de faire un visa, par exemple, pour rentrer au Bénin. On leur reconnaît cette nationalité béninoise, cette double nationalité. Et donc, il suffit d'avoir sa carte d'identité béninoise à jour, avec le passeport étranger du pays où vous vivez. Et quand vous revenez, vous présentez cela, le douanier, le policier de l'aéroport, ou de la frontière, ne vous pose pas de problème. Parce qu'avant, ça, c'était aussi une difficulté, parce qu'il fallait chaque fois faire le visa pour revenir au Bénin. Bon, voilà, ça c'est une des choses un des problèmes qui a été résolu. Maintenant, effectivement, il y a encore beaucoup d'autres choses à faire pour faciliter effectivement l'installation. Est-ce que les difficultés là sont posées au cours des échanges avec les autorités souvent? Est-ce que c'est posé? Oui, parce qu'il y a ceux qui veulent investir. Il y a des investisseurs béninois, des Béninois qui sont à l'étranger, qui veulent investir dans leur pays, qui ont eu des difficultés et qui demandent aux autorités quelles sont aujourd'hui les mesures d'accompagnement ou quelles sont les garanties qu'ils peuvent avoir, etc., pour pouvoir effectivement investir et venir. Je vais donner un exemple de difficulté concrète actuellement qu'ont des Béninois qui sont en France. J'ai un ami qui a des entreprises ici au Bénin. Il a des chantiers en cours. Le transfert d'argent, les virements bancaires prennent parfois jusqu'à 15 jours. Et donc, quand il y a des dépenses urgentes à faire au Bénin ici, le mode le plus rapide, comme tout le monde sait, c'est Western Union, en tout cas tous ces modes de transfert d'argent express. Voilà. Mais aujourd'hui, en France, les montants sont limités. Vous ne pouvez pas envoyer plus de 2500 €. Et donc, si vous avez une somme importante à envoyer, on vous limite, on vous dit non, vous avez atteint votre quota de la semaine, votre quota du mois, etc. Alors qu'il y a des problèmes à régler. Donc, il faut trouver quelqu'un d'autre qui n'a pas envoyé de l'argent dans la semaine, qui peut encore envoyer les 2500 €, qui vous accompagne dans ce poste, vous voyez, un guichet pour envoyer votre argent, pour que votre entreprise fonctionne, pour qu'on règle un problème urgent au Bénin. Donc, il faut que les banques béninoises elles-mêmes aussi puissent être sensibles à ces problèmes-là et proposent à leurs clients béninois qui sont à l'étranger des solutions de transfert d'argent rapide pour régler aussi ces problèmes-là. Donc tout cela crée des problèmes aussi pour ceux qui investissent déjà dans le pays. Il faut trouver des facilités pour eux. Non, Vigile Arancet, je pense que finalement, je serais peut-être amer vis-à-vis de nous-mêmes, béninois, que ceux qui vivent déjà à l'étranger, comme vous l'ont dit vos étudiants en amphithéâtre, rester là-bas, finalement. Parce que quoi?
Si vous voulez écouter. Non, écoutez. Je suis pas d'accord avec vous. Vous restez tranquillement chez vous. Puisque finalement, c'est une terre d'accueil. Vous restez tranquillement chez l'autre. C'est finalement une terre d'accueil. Et si nous sommes incapables d'offrir les conditions les plus optimales pour votre retour, pour bénéficier de vos compétences, je ne sais pas pourquoi des Béninois, je vais souhaiter qu'un Béninois qui est un frère va rentrer au pays pour s'offrir et respirer dans la galère. Je pense que nous devons à la fois concilier la recherche de cette compétence-là, mais également travailler à créer dans l'environnement propice pour que ces personnes-là puissent revenir travailler. Autrement dit, si quelqu'un veut rentrer, faites l'effort alors de vous assurer que vous ne rentrez pas pour chercher donc du travail auprès de quelqu'un, mais que vous venez investir au pays dans des projets personnels et ça continue. Moi, je crois que ce qui serait préférable, c'est qu'aujourd'hui, on a parlé de... on a parlé du partenariat, que la loi sur les collaborateurs extérieurs. Moi, je crois que là, l'État béninois peut s'appuyer sur les ambassades dans les pays américains ou pays occidentaux pour dire, au niveau de chaque ambassade, il faut avoir un répertoire des compétences. Et si l'État a besoin de collaborateurs extérieurs dans un domaine précis, qu'on s'adresse d'abord à nos ambassades pour dire, écoutez, nous avons besoin d'un ingénieur en pont et chaussée, par exemple. Est-ce qu'il est en France? Est-ce qu'il est aux États-Unis? Est-ce qu'il est au Canada? Est-ce qu'il est en Turquie? Est-ce qu'il est en Chine? Si dans tout ce répertoire-là, on n'arrive pas à en trouver, ok, on peut s'ouvrir à d'autres nationalités, parce que c'est ça la compétence. Si nous avons de la compétence, de l'expertise à l'extérieur, et que nous ne pouvons pas leur faire appel pour venir construire... Mais est-ce qu'on leur fait confiance? C'est la question. Non, à côté d'un Béninois bien noir, je le précise, et un blanc bien blanc à l'extérieur, mais je vois déjà la préférence. Ce n'est pas une question de confiance. Vous montez en grade dans la stigmatisation. Non, pas du tout. Je me rends compte juste de la réalité, je le dis. Ça, c'est un souhait que je formule. Je voudrais que désormais, la loi sur les collaborateurs extérieurs, qu'on s'adresse à nos compatriotes qui ont des compétences reconnus mondialement, qui sont dans les pays, qu'on les sollicite d'abord. S'ils disent non, je ne veux pas rentrer au pays compte tenu d'un certain nombre de réalités sociologiques, je ne veux pas rentrer, qu'on aille chercher ailleurs. Mais d'abord, parce que moi je prends l'exemple, vous voyez comment l'État sénégalais promeut les cadres sénégalais, vous voyez combien de fois l'État sénégalais se bat pour positionner ses cadres à l'échelle internationale. Et je voudrais que le Bénin fasse de même. Si un Sénégalais est candidat à un poste international, toute la diplomatie sénégalaise se déploie pour que celui-là soit retenu. Ces propos de Alphonse Soudé m'amènent à vous poser une question que j'ai peut-être oubliée. Quelle est la part de la béninoiserie dans cette difficulté des Béninois de l'extérieur? Ah, bon. Oui, bon, la béninoiserie, nous avons l'habitude d'en parler, dire que oui, ça existe, bien sûr que ça existe. Ça vous frappe, ça prend comme si parfois les Béninois de la diaspora? Oui, ça frappe aussi les Béninois de la diaspora. Je pense que ça frappe tout le monde. J'ai entendu le président Talon en parler d'ailleurs, je sais plus, je crois que c'était... je ne sais plus à quelle occasion, mais... C'était justement avec des Béninois de l'extérieur, de France, les élus de France. Exactement, qui exprimaient leurs inquiétudes par rapport justement à certains comportements. Alphonse Maurice Soudé parlait de réalité sociologique, c'est vrai. Il faut savoir que c'est pas seulement les Béninois qui sont à l'extérieur, en tout cas pour ceux qui sont... les gens ont peur du Bénin. Par rapport à des réalités sociologiques. Même les Béninois de l'extérieur ont peur de leur frère du Bénin. Oui, les gens ont peur du Bénin, ces histoires de sorcellerie, tout ça là. Vous savez, ça fait peur. Hein. Mais vous n'avez pas peur. Non. Mais non. Dans quel pays au monde tout ça n'existe pas? En fait, les gens exagèrent toujours. Le Bénin est un pays comme les autres, c'est mon pays. Voilà. Non. Bien sûr que... D'ailleurs, parfois ça va jusqu'à la paranoïa, hein. Vous savez, des gens ont peur, on dit qu'est-ce que vous allez faire là-bas, ils vont vous tuer, etc. Que ce soit des Béninois qui peuvent penser ça. Effectivement, non, il y a des Béninois extérieurs à tout ça, ces réalités qui viennent en ramasser plein, non? Pour leur propre compte. J'ai pas bien compris. Oui, il y en a qui sont donc ignorants de ces réalités-là et qui viennent paralyser ou ceci, ou parfois même... envoyé dans l'au-delà. Oui, bien sûr, oui, il y a des cas. Pas des pratiques. Oui, il y a des cas, comme on dit. Ça va faire encore davantage à d'autres Béninois qui vivent à l'extérieur. Oui, tout à fait. Il y a certains Béninois de l'extérieur qui ont peur du pays. Pour ça, en fait, voilà. Bon, comme il y a des ressortissants africains d'autres pays aussi qui ont peur. Hein. Vous allez au Gabon, vous allez, je sais pas où, en Côte d'Ivoire. On dit que les Béninois sont les grands ceci, cela. Mais ça peut être un avantage. Ça, c'est à cause des connotations négatives. Ça peut être un avantage, non?
Le Satan est au Bénin. Ça peut être un avantage parce que les Béninois, mais les Béninois à l'étranger ont toujours été des gens excellents. Hein. Vous savez, à l'école, les Béninois à l'étranger sont généralement les premiers de leur classe. Hein. Et donc on met ça sur le compte de malheureusement de pouvoir occulte. Les gens n'ont plus peur. Ben, il y a des gens qui prennent l'avion pour venir chercher cette science-là au Bénin. Ils n'ont plus peur. Il y a des gens qui, longtemps, on a dit que le vaudou était négatif, mais aujourd'hui, on constate que des gens viennent au Bénin. J'ai vu le 10 pour s'initier au vaudou. Une blanche en train de danser. Non, mais sur ça, la rythme quand même. Danser, non, mais initié de surcroît. Initié de surcroît, Vigile Rancet. Donc ça veut dire que elle est venue, elle a été initiée, elle a pénétré dans les couvents, les lieux les plus sacrés, et elle a cherché, comme l'a dit Moïse, la science dont on parle finalement. Donc si la Béninois continue d'avoir peur de notre vaudou national... Mais ne faites pas de mélange, c'est pas le vaudou qui tue. C'est pas le vaudou qui tue. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. C'est ce qui est distillé dans l'imagerie populaire, justement. Voilà. Oui, il y a des préjugés. Pour finir rapidement. Oui, il y a des préjugés négatifs effectivement sur notre spiritualité traditionnelle, le vaudou. Certains pensent effectivement que ça fait du mal, mais en fait, vous savez, je suis membre du comité scientifique du Festival international de Porto Novo, et en janvier 2018, justement, la deuxième édition du festival, le thème c'était le vaudou, justement, une solution pour les enjeux mondiaux de demain. On a invité des dignitaires du vaudou pour montrer ce que c'est que le vaudou, etc. Et justement, sa dimension, ce que ça peut apporter ce que ça apporte à la société d'ailleurs, et puis ce que ça peut apporter. Effectivement, donc, il y a des réalités sociologiques, mais quand on ne connaît pas son pays, effectivement, on a vécu loin, effectivement, et quand on a entendu des choses, cela peut vous faire peur. Quand on vient, on se rend compte des réalités. On peut terminer cette émission là-dessus? C'est nos 30 secondes, rapidement. Oui, je voulais quand même dire un mot parce que Joël Togben a dit tout à l'heure que non, si c'est ça, il conseille aux gens de rester là où ils sont à l'étranger. Non, on va pas vivre. Non, c'est pas dépit. On va pas vivre éternellement à l'extérieur. Moi, par exemple, j'ai eu le statut d'étranger. Je vais avoir 55 ans dans quelques mois et j'ai eu le statut d'étranger pendant 52 ans, vous voyez. Donc, j'ai vécu à l'étranger 52 ans. Donc, on peut pas être éternellement à l'étranger. C'est quand même bien d'être chez soi. Donc, c'est-à-dire que quels que soient les problèmes que nous avons, il y a des gens formidables dans notre pays, il y a des gens qui vous aident, qui vous soutiennent discrètement et tout ça. Donc, il y a des gens qui... Voilà. Et en fait, l'expérience du début peut être négative. Ça s'améliore toujours. Mais les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent. Vous parliez de mon activité dans le domaine de l'édition. Hier, j'ai reçu un coup de fil de la direction du livre, des arts et du livre. Ils sont en train de mettre en place un comité pour le Grand Prix littéraire du Bénin. Ils connaissent mon expérience internationale dans le domaine de l'édition du livre. Voilà, le ministre de la Culture et le directeur des Arts ont décidé, avec exemple, de me faire appel ça s'améliore dans toujours. Cette commission-là. Il suffit de franchir les obstacles, de les éliminer. Il faut être persévérant. Voilà, il faut être persévérant. Merci Joël Togben, merci Alphonse Moïse-Soudé, merci surtout au professeur Dieudonné Nyamakou, professeur d'histoire spécialiste de la traite négrière. Merci d'être venu nous dire votre témoignage avec Ghislain Abouangba, la technique, l'intégrale de cette semaine. Ça n'est fini. À la semaine prochaine avec Saturnin Yosso.